Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h, voici les titres de ce journal. Les députés se fixent de nouvelles règles de conduite au palais des gouverneurs à Porto Novo. Le document a été adopté à l'unanimité. Et puis dans l'Atlantique comme dans le Mono, les mesures sociales prises par le gouvernement pour amortir les effets du coronavirus sur l'économie locale font des heureux. À suivre le reportage de Nicanor Corvi réalisé à cet effet. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin, les acteurs en première ligne du combat renforcent leur capacité pour mieux faire face à ce fléau. Voilà pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez, on prend la direction de l'Assemblée nationale, c'est bien, c'est fait. Les députés ont adopté un nouveau texte, il vient en remplacement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À l'unanimité, ils adhèrent au document, c'était à la faveur de la deuxième session extraordinaire de l'institution. Guillaume Avienou nous fait le point, regardez. Après une suspension de plus de 5 heures d'horloge, les travaux de la deuxième session extraordinaire du Parlement, ouverte ce mardi, se sont poursuivis tard dans la soirée. À l'arrivée, la proposition de résolution portant révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, adoptée à l'unanimité des députés présents et ou représentés. L'examen du texte entamé à la faveur de la première session ordinaire 2020 de l'institution n'a pu aller à son terme. La session tirait déjà à sa fin et les discussions avaient elles autres buté sur l'article 24 du texte proposé. Mais après quelques jours de conciliabule, les députés ont fini par harmoniser leur point de vue, ce qui a permis d'obtenir un texte plus consensuel avec 49 articles nouveaux, du 1er au 49e article de l'ancien document. Les innovations. On retient entre autres que les députés s'organisent en groupe parlementaire par parti politique représentés à l'Assemblée nationale. Les députés d'un même parti politique représentés à l'Assemblée nationale ne peuvent se constituer qu'en un seul groupe parlementaire. Aucun groupe ne peut comprendre moins de 10% de l'effectif total des députés à l'Assemblée nationale, non compris les députés apparentés. Un député ne peut que faire partie que d'un seul groupe parlementaire. Tout député qui démissionne d'un groupe parlementaire reste non inscrit jusqu'à la fin de la législature. Le nouveau texte contraint désormais le président de l'Assemblée nationale, l'ordonnateur du budget de l'institution, à soumettre toute dépense à l'approbation de la plénière et il lui est interdit de contracter du crédit avec une institution bancaire au nom de l'Assemblée nationale. Le nouveau règlement de l'intérieur est bien accueilli des députés qui se félicitent d'avoir doté le Parlement d'un texte révolutionnaire en remplacement de celui vieux de plus de 25 ans. On parle maintenant de la cybercriminalité. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en partenariat avec l'Union européenne et Interpol, a organisé un atelier de renforcement de capacités au profit de plusieurs acteurs. L'atelier se déroule à Cotonou. Le point avec Rebecca Kenjaoudé et Bruno Rotepo. Dans cette salle, 2 pays, le Bénin et le Burkina Faso. Leurs délégués s'arment pour combattre un ennemi commun, la cybercriminalité, une infraction pénale commise au moyen d'un système informatique menaçant les données personnelles des utilisateurs.
Au Bénin, un arsenal juridique et des mesures numériques ont été mises en place pour lutter efficacement contre le mal. Mais pour gagner la bataille, il faut outiller les acteurs intervenant dans cette lutte. C'est tout l'intérêt de ces assises. Comment mener une investigation numérique de bout en bout, tout en protégeant, n'est-ce pas, les droits de l'homme. Les personnes qui aujourd'hui seront formées pendant ces 3 jours-là retournent dans leurs différentes institutions et portent le message, vulgarisent ce message-là en attente des prochaines initiatives dans ce genre. La cybercriminalité demeure un défi majeur pour tous les pays du monde et donc représente aussi une menace pour nos économies. Et donc ça nous oblige à renforcer la coopération transfrontalière parce que ce n'est pas un défi qui peut être juste mitigé par les autorités nationales d'un pays et de l'autre. Donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire cet atelier pilote avec les collègues et les amis et nos frères de Burkina Faso, aussi dans cette logique de renforcer la coopération transfrontalière et aussi dans le partage des meilleures pratiques. En clair, il s'agira pour les participants de comprendre les évolutions récentes en Europe en matière de protection des données et l'impact direct sur les organisations internationales de police. Puis, se familiariser avec les capacités globales d'Interpol mises à la disposition de ces pays membres. Des différents débats de cette formation découleront certainement des propositions et des recommandations qui contribueront à relever les défis sécuritaires que pose aujourd'hui la question de la sécurité des données et l'instauration de la confiance des utilisateurs du numérique à l'ère de la révolution technologique. Le présent atelier est financé par l'Union européenne et mis en place par les experts du Conseil de l'Europe à travers le projet Glacis+. Le but ultime est de favoriser le développement d'un cyberespace, gisement de croissance pérenne et lieu d'opportunité pour les entreprises et les citoyens. Dans le but de soulager les artisans béninois éprouvés par la crise sanitaire actuelle, le gouvernement béninois a initié une subvention de masse à leur profit. Cette mesure sociale, qui est déjà dans sa phase active, vise à relancer les activités économiques des cibles visées dans le Mono et l'Atlantique. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance est allé à la rencontre de quelques bénéficiaires de ce projet. Nikano Kovi et Ouensessa Sawaimo. C'est un voyage à l'endroit à l'envers qu'effectue Véronique Toinfode-Mewanou ce mardi. En arpentant les routes du Mono et de l'Atlantique, le ministre des Affaires sociales voulait avant tout constater de visu l'effectivité des mesures sociales auprès des artisans victimes du ralentissement économique induit par la crise du Covid-19. Là, nous avons voulu nous assurer de nous-mêmes de l'effectivité et échanger quand même avec les bénéficiaires pour voir un peu quels sont leurs sentiments. Nos directeurs départementaux s'occuperont également des autres départements pour nous faire remonter les échanges et les informations au moins de quelques bénéficiaires pour qu'on ait des idées un peu plus élargies sur le sujet. Sur le sujet, le ministre des Affaires sociales s'est fait une idée plus que large au contact des quelques artisans visités de manière aléatoire. Premier acte joué à Grand Popo avec des artisans reconnaissants de la manne substantielle versée par le gouvernement. Par exemple, ce promoteur a bénéficié d'une subvention de 200 000 francs CFA pour relancer son restaurant. J'ai déjà fait beaucoup de choses avec. J'ai payé déjà, parce que j'ai de la facture de l'SBE qui est à deux factures. J'étais à 2 factures. Quand l'argent est là, j'ai payé une partie. J'ai payé l'eau et j'ai payé des boissons. J'ai pris beaucoup de choses avec. Gratitude également de la part de Justine Amoussou, couturière à Grand Popo. Tout comme chez Karine Ablawa à Sourounou, tisserande à Comé, émue à l'excès de cet élan de générosité qui n'a transité par aucun intermédiaire autre que la messagerie de son téléphone portable. J'ai eu une grande joie, quoi. Et j'ai sauté. Malgré que je suis handicapée là, j'ai fait mon mieux. Et je suis allée rapidement chez les Mombamoni et j'ai pris l'argent. Félicitations à mon président, monsieur Atarans Guillaume Talon, qu'il n'a qu'à continuer comme ça. C'est très bon de sa part, quoi. Il a bien fait. Et je ne sais pas comment m'exprimer pour les joies qui m'animent. Plus que les émotions, c'est l'usage qui sera fait de cette subvention qui préoccupe Véronique
Tony Fodé Mewanou et au ministre des Affaires sociales de s'en enquérir auprès de chaque artisan rencontré. Je vous jure que ce que les 100 000 francs ont fait dans ma vie, je ne saurais le dire, sincèrement. Ça a fait de grandes choses parce que je ne m'attendais pas à ça. Quand c'est venu, j'ai arrangé beaucoup de choses. Et je suis sûr que ça va arranger d'autres aussi. Et c'est pour la première fois, moi, je suis là et le gouvernement m'a envoyé quelque chose. Donc, c'est tellement doux que j'en demande encore. Loin du fleuve Mono, à Ouida notamment, c'est le respect de la parole donnée du chef de l'État que l'on salue, lui dont le gouvernement a initié ces mesures qui ont depuis lors dépassé l'étape de la simple promesse. Il a pris la décision qu'il a respectée. Donc ce n'est que quelque chose de bienvenu pour tous les promoteurs. Ce que le président a dit, il l'a fait. Nous les artisans, nous sommes reconnaissants de cette aide en numéraire. Espèce sonnante et trébuchante en main et nette de toute taxation. Là est la définition du bonheur pour ces artisans rencontrés, eux qui n'ont pas manqué de plaider le cas de leurs collègues laissés sur le carreau. Un plaidoyer pour lequel le ministre des Affaires sociales a apporté quelques clarifications. Il y a eu plusieurs étapes. Au départ, il y a eu l'enregistrement, la vérification des pièces d'identité, et ensuite avec l'ANIP, même les vérifications d'empreintes digitales. Donc, ceux qui ont respecté tout le processus jusqu'au bout et dont le numéro de téléphone correspond à leur identité, ce sont ces personnes qui ont d'abord reçu les subventions octroyées. En termes d'accompagnement social, c'est donc de transfert monétaire qu'il s'est agi pour ces artisans que les mesures restrictives du gouvernement ont ébranlé au cours de cette crise sanitaire. Et en sus, la sensibilisation du ministre des Affaires sociales quant au respect des gestes barrières contre le coronavirus. La pandémie suit son cours, le gouvernement, lui, s'adapte au mieux. Autre actualité dans ce 13h, le Bénin bénéficie d'un important appui de la Banque mondiale dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. 9 ambulances ont été réceptionnées ce mercredi par le ministre de la Santé. Plus de détails avec Marcel Rossi. Des ambulances de type Toyota Land Cruiser munies de moteurs diesel. La Banque mondiale, dans sa démarche de don, a laissé la possibilité de choisir. Et le Bénin n'a pas hésité à bien choisir. Il s'agit d'ambulances spécifiquement conçues pour la cause. La Banque mondiale a accepté que nous fassions des options. Et nous avons fait la plus haute option possible. Depuis le début de la pandémie, la Banque mondiale a déjà mobilisé 40 millions de dollars environ pour accompagner le Bénin. Nous sommes satisfaits, vraiment satisfaits, très satisfaits, monsieur le ministre, du dialogue avec le gouvernement dont l'engagement a permis d'anticiper les problèmes et de prendre les mesures idoines pour dépister et assurer une bonne prise en charge des malades. Les véhicules, selon les spécialistes, sont très bien équipés pour le transport sécurisé des patients. Dans cette ambulance, il y a un respirateur, petit respirateur que vous voyez au fond, qui permet de ventiler le patient jusqu'à l'amener à l'hôpital. S'il respire mal, on a des moyens de l'aider à mieux respirer. Si le cœur s'arrête, nous avons les moyens de le savoir parce qu'il y a un appareil dedans, comme une petite télé, qui montre le fonctionnement du cœur. Et si le cœur s'arrête, cette machine est capable de nous aider à faire la défibrillation associée au massage cardiaque externe. Donc comme le choc électrique qu'on donne pour pouvoir relancer le cœur. Et vous voyez les obus d'oxygène qui sont dedans. Un brancard avec des sangles. Si le patient est dans le coma agité, on peut l'immobiliser. Donc c'est vraiment une bonne ambulance. Ces ambulances viennent à point nommé parce que le besoin était pressant. Elles viennent renforcer le parc des 10 ambulances déjà déployées sur le terrain. Ces ambulances sont médicalisées et ont à bord des équipements qui sont totalement au point pour assurer la prise en charge efficiente des cas au cours de leur transfert vers les sites de prise en charge. C'est vous dire que, à peine la cérémonie terminée, ces ambulances seront déjà sur le terrain et seront utilisées au maximum de leur capacité. Je reste convaincu qu'ensemble, nous pourrons relever les défis qui s'imposent à nous et traverser cette période assez difficile pour les États en toute sérénité.
La Banque mondiale prévoit de déployer jusqu'à 160 milliards de dollars de financement au cours des 15 prochains mois afin d'aider les pays à protéger les populations pauvres et vulnérables. Des ressources additionnelles sont donc prévues pour que le Bénin réponde à ses besoins de développement. Le ministère des Affaires sociales et l'UNICEF et l'ambassade des Pays-Bas se mobilisent contre le mariage des enfants. Ils ont initié le programme Cash Plus Care qui va démarrer bientôt. En attendant, un atelier d'information et de validation des documents techniques du programme s'est ouvert ce matin, hier donc, à Cotonou. Jean-Claude James et Louis Koudoubo nous en disent plus. Regardez. Avec un taux de près de 38% des filles de 15 à 19 ans qui sont mariées ou en union, le problème du mariage des enfants est toujours d'actualité au Bénin. Mais la lutte contre le phénomène a désormais un nouveau nom. Programme Cash Plus Care. Malgré les efforts fournis et les actions menées depuis quelques années en matière de protection de l'enfant, le phénomène du mariage précoce perdure, compromettant ainsi l'avenir des filles en même temps qu'ils menacent leur santé physique et mentale. Le programme Cash Plus Care mettra l'accent sur l'éducation et l'élimination de la pauvreté en faisant reculer les pratiques coutumières néfastes. Mesdames et messieurs, au cours de cet atelier, vous aurez d'une part à vous familiariser davantage avec les outils de mise en œuvre du programme Cash Plus Care. D'autre part, vous procéderez à l'amendement et à la validation des documents techniques du programme. Éradication de la pauvreté à travers l'assistance sociale, rétention scolaire des filles adolescentes et réintégration des filles non scolarisées. Normes sociales favorables aux droits de l'enfant. Ce sont les trois composantes du Cash Plus Care, un programme qui regroupe le ministère des Affaires sociales, l'UNICEF et le Royaume des Pays-Bas. La phase pilote qui démarre bientôt prend en compte les communes de Kandi et Tchaourou, deux localités qui enregistrent des taux élevés du mariage des enfants. Et pour 2020, la vision des initiateurs est de répondre de manière sectorielle et globale à ce phénomène qui freine le développement. Le préfet Joachim Apiti a présidé mercredi la première conférence administrative et départementale de l'après-scrutin du 17 mai dernier. Une conférence avec les directeurs départementaux et autres représentants d'institutions de la République pour faire le bilan des activités réalisées courant la période. Brice Humbo et Guillaume Avienne. Des directeurs départementaux de différents ministères, mais aussi des représentants d'autres institutions de la République en poste dans le département de Louémé, autour du préfet Joachim Apiti. Une première cadre, la conférence administrative départementale de l'après-scrutin de mai dernier pour faire le tour d'horizon du chemin parcouru secteur par secteur. Une journée entière dédiée à la cause, offrant l'occasion à l'autorité préfectorale de revenir sur certains dysfonctionnements de la CAD. De nombreux membres du CREUSES se font en effet rares aux cérémonies de montée des couleurs des premiers lundis du mois. La préfecture s'offusque aussi de la non-transmission à temps des rapports d'activité de cette direction départementale. Nous avons un délai de transmission. C'est prescrit pour les autorités de tutelle que nous sommes le 5 de chaque mois. Cela veut simplement dire que vos rapports d'activité doivent nous parvenir à temps pour une exploitation judicieuse à transmettre à nos autorités. Les travaux de la conférence administrative départementale de Louémé se déroulent dans un contexte de pandémie et le préfet souhaite une forte médiatisation des gestes barrières et une sensibilisation des communautés sur les autres mesures énoncées pour prévenir efficacement la COVID-19 dans l'une des régions fortement touchées du pays. Nous osons croire qu'avec le concours de tous les directeurs ici présents, nous allons mener cette lutte avec beaucoup de succès au niveau de notre département. La finalité étant de limiter la propagation du coronavirus dans le département de Louémé.
La journée mondiale de la population a été conjointement célébrée mardi dans le Mono et le Koufo. La commune de Koulékamé a abrité cette manifestation en différé placée sous l'égide des préfets et de ceux des deux départements. Faire une pause dans Covid-19, comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles. Maintenant, c'est le thème donc, qui a focalisé les attentions. Olviga Médecin et Viti Saoré. Célébration de la journée mondiale de la population dans la commune de Koulékamé. L'édition 2020 de cette journée intervient dans un contexte marqué par le Covid-19. La thématique choisie pour cette édition de la GMP permet de sensibiliser sur les vulnérabilités des femmes et des filles en matière de santé sexuelle et reproductive pendant la pandémie. Cette célébration doit être une nouvelle occasion à tous pour souligner comment nous pouvons sauvegarder les acquis durement obtenus par le gouvernement béninois. L'exhortation au respect des gestes barrières contre le Covid-19 est au cœur des différents discours. Dans les marchés, ce que nous voyons est horrible. Je sais que vous devez vous battre pour écouler vos produits, les produits agricoles. Dans vos déplacements, n'oubliez pas les masques. C'est important. Nous savons que vous jouez un grand rôle pour nous. Vous êtes là pour nous aider dans les foyers. La direction départementale du plan et du développement Mono Koufo s'est également impliquée dans l'organisation de cette célébration. Les membres des structures fêtières de production de coton du département du Borgou sont en atelier depuis mardi à Parakou. Il s'agit de l'atelier de dissémination des prévisions saisonnières initié par l'Agence nationale de la météorologie Météo Bénin. L'objectif est d'outiller ces producteurs de coton pour une meilleure gestion des prévisions du temps et du climat dans le cadre de la production cotonnière. Théodore Gandjeko et Doc Castito. La prévision météorologique aide à mieux maîtriser les saisons, prévenir la sécheresse en vue de contribuer à accroître la production agricole. C'est dans cette logique que s'inscrit le présent atelier de dissémination initié par Météo Bénin. Les producteurs de coton du département du Borgou renforcent ainsi leur capacité en la matière. Pour la zone nord de notre pays cette année, la prévision dit que nous avons assisté à un démarrage beaucoup plus précoce, c'est-à-dire que la pluie a démarré avant la date que nous avons l'habitude de l'observer. Pour ce qui concerne la date de fin, je voudrais rassurer nos paysans que nous aurons une bonne saison cette année parce que la pluie a vite démarré et elle va se terminer plus tard. Ça va leur permettre de faire plusieurs spéculations. Donc nous allons assister à une fin de saison tardive. Une fin de saison tardive qui participe d'une bonne production agricole. Et ce qu'on a appris ce matin, c'est très intéressant. Parce qu'on souhaite même à chaque fois, à chaque reprise qu'ils viennent nous relayer l'information. Parce que ça sert aux producteurs de maîtriser aussi la pluie, quoi. Une maîtrise des prévisions météorologiques pour prévenir entre autres les risques d'inondation. Est-ce qu'au cours de la saison, il y aura des poches de sécheresse qui vont embêter les cultures? Est-ce que ces poches de sécheresse ne seront pas des poches de sécheresse longues qui vont embêter les cultures, ou bien ce seront des poches de sécheresse courtes, négligeables? Nos techniciens sont très aguerris pour vous expliquer ces détails-là. Et chaque producteur peut prendre cela en considération pour connaître quand est-ce que je vais commencer par semer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque au cours de la saison? Chacun pourra apprécier ça et en tenir compte pour démarrer la campagne agricole. En collaboration avec l'Agence nationale de météorologie, les producteurs de coton du Bénin pourront désormais gérer de manière efficiente les risques hydroclimatiques au cours des différentes campagnes agricoles.
En fin de mission au Bénin, l'ambassadeur du Japon près le Bénin, Kiyofumi Konishi, est allé faire ses au revoir au président de la Cour suprême. Le diplomate japonais en a profité pour faire le point des relations de son pays avec le Bénin. On suit. Pendant mon séjour ici, à peu près 3 ans et 9 mois, il n'y avait pas de problème sur la vie quotidienne et aussi mon travail. Grâce à la bonne amitié de Béninoise, je vous remercie de tout le monde. Et aujourd'hui, je lui dis qu'il y en a beaucoup de choses, par exemple économique, sociale, diplomatique, la politique intérieure, etc. Mais je crois que le Bénin est très bon stratégie et décision du gouvernement actuel et économiquement le Bénin progresse beaucoup. Et aussi, il y en a beaucoup de culturels, bon patrimoine, la restitution d'objets, d'art, de patrimoine, c'est très bon par l'initiative du gouvernement actuel. Aussi, dans le domaine des médicaments, Monsieur le Président de la République a déclaré à l'occasion de conférence internationale en Genève sur l'accès du médicament de qualité. Et aussi, dans le pays, le gouvernement a bien fait lutte contre le faux médicaments. Les informations du Bénin en Libye, les mines antipersonnelles constituent un danger permanent pour les populations, même après les conflits. Plusieurs personnes continuent de traîner les séquelles. Le compte rendu est suivi ici. Regardez. C'est un calme précaire qui règne dans les rues de Tripoli. Depuis début juin, les hostilités ont cessé dans la capitale libyenne. Mais pour les milliers de civils qui ont fui la ville, c'est un retour de tous les dangers qui les attend. Après les combats, ce sont désormais les mines antipersonnelles qui sèment la mort. Répandues sur les routes, sur les chemins et dans les maisons, elles blessent et tuent des dizaines de personnes. Mohamed est un jeune berger. Il y a quelques jours, il a failli perdre la vie. Ces mines ont sans doute été déposées par les troupes du maréchal Haftar lorsqu'elles ont quitté la capitale libyenne fin mai. Pour répondre à ce nouveau fléau, le ministère de la Santé a créé des hôpitaux de campagne spécialement dédiés à ces victimes. خصصنا أكثر من مستشفى ميداني جنوب مدينة طرابلس وهو في منطقة عين زارة وأيضا طريق المطار. هذه المستشفيات تستقبل الحالات التي تتعرض لإصابات نتيجة الألغام والمفخخات وأيضا نتيجة مخلفات الحروب. Selon une ONG libyenne qui lutte contre les mines antipersonnelles, ces explosifs ne se limitent pas à une zone en particulier. Ils sont placés au hasard dans tous les secteurs où des batailles ont été menées l'année dernière. Un chantier de déminage colossal pour les autorités. تفاوتت طبعا الإصابات في المناطق، نتكلم عن عين زارة التي كانت بها ذروة الإصابات، أكثر من 70 انفجار حدث بهذه المنطقة تحديدا. أيضا العديد من المناطق جنوبية العاصمة، نتكلم عن خلة الفرجان، نتكلم أيضا عن منطقة صلاح الدين. هذه المناطق للأسف لغمت بالكامل. Le gouvernement a perdu de nombreux militaires dans des opérations de déminage. Une situation critique qui a poussé les autorités à faire appel à des démineurs turcs et italiens. Selon un décompte de l'ONU, ces mines auraient fait 138 victimes, parmi lesquelles une majorité de civils. On prend à présent la direction des États-Unis qui vont imposer des restrictions de visa à certains employés du géant chinois des télécommunications Huawei. Donald Trump, le président américain, quant à lui, ne se considère pas comme outsider à la présidentielle malgré les sondages en faveur de Joe Biden. Et puis la FIFA a présenté ce mercredi le calendrier des matchs du Mondial Qatar 2020. La compilation est signée Jérôme Mongo.
Le secrétaire d'État américain annonce que les États-Unis vont imposer des restrictions de visa à certains employés du géant chinois des télécommunications Huawei et des entreprises qui, je cite, apportent un soutien matériel à des régimes qui se livrent à des violations des droits de l'homme et à des abus dans le monde entier. Fin de citation. Mike Pompeo s'est aussi félicité de la décision du gouvernement britannique de couper les liens avec Huawei, annonçant qu'il se rendrait au Royaume-Uni et au Danemark la semaine prochaine. Questionné par un journaliste lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, Donald Trump affirme qu'il ne se voit pas comme un outsider dans la campagne électorale pour l'élection présidentielle américaine, en dépit de l'avance de Joe Biden dans les sondages. Le président américain estime que, je cite, « beaucoup ne veulent pas afficher leur position à cause d'un traitement médiatique qu'ils jugent défavorable ». Fin de citation. Et puis sport football, le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2022 disputé du 21 novembre au 18 décembre au Qatar aura lieu au Al Bayt Stadium d'Al-Khor City, a annoncé la FIFA mercredi dans un communiqué présentant le calendrier. Ce stade de 60 000 places accueillera le lundi 21 novembre à 13h heure locale le premier des 64 matchs de la première Coupe du Monde de l'histoire à se disputer en novembre-décembre. La FIFA a dévoilé le programme officiel de la compétition avec notamment 4 matchs de poule par jour composant un calendrier plus resserré jusqu'à la finale programmée le 18 décembre à 18h, jour de fête nationale au Qatar devant 80 000 personnes au Lusail Stadium. Les matchs de la phase de groupe auront lieu à 13h, 16h, 19h et 22h heure locale, tandis que les rencontres à élimination directe se tiendront à 18h et 22h. Le tableau final devrait être connu en mars 2022, une fois les phases de qualification terminées. Eh bien, le calendrier des matchs du Mondial Qatar 2022 est donc connu. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure à 16h30 le bulletin d'information à 19h, le journal des régions. À 20h, Ariane Da Silva interviendra pour le point complet de l'information, de l'actualité. À 23h30, l'édition du soir avec Estelle Pazou. Fin de ce journal. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj.